Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur des réseaux de neurones pour décortiquer un de leurs composants les plus fondamentaux et pourtant souvent méconnus, la fonction d'activation. C'est un peu l'ingrédient secret qui permet à une IA d'apprendre des choses vraiment complexes. On va s'intéresser à l'une des plus célèbres d'entre elles, ReLU, et surtout à la saga de ses descendantes, qui, encore aujourd'hui, redéfinissent ce que l'intelligence artificielle peut accomplir. Pour bien commencer, il faut se poser une question qui peut paraître simple, mais qui est absolument centrale. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tout ça? Pourquoi un réseau de neurones ne peut pas juste fonctionner de manière linéaire? En fait, un réseau qui n'aurait pas ces fameuses fonctions d'activation serait extrêmement limité. Imaginez qu'ils doivent trier des données. Eh bien, tout ce qu'ils sauraient faire, c'est tracer des lignes droites pour les séparer. Pour des problèmes simples, ça peut passer, mais dans le monde réel, les données sont rarement aussi bien rangées. Et c'est là que toute la magie opère. Au lieu de tenter de dessiner une frontière de séparation incroyablement complexe, le réseau va faire quelque chose de beaucoup plus malin. Il va utiliser les fonctions d'activation pour tordre, pour déformer l'espace même dans lequel se trouvent les données. L'objectif, faire en sorte qu'une simple ligne droite suffise à nouveau pour faire le tri. C'est brillant. Alors, voilà notre programme. On va d'abord vite fait poser le problème de la non-linéarité. Ensuite, on plongera dans la révolution qui a été ReLU. On verra son gros point faible, le fameux problème du dying ReLU, ce qui nous amènera tout naturellement à explorer la grande famille de ses successeurs avant de conclure sur ce qui se fait de plus récent dans le domaine. Allez, c'est parti. Première section, comment une idée toute simple a littéralement changé la face du deep learning. Avant ReLU, dans les années 90, les stars s'appelaient Sigmoid et Tanash. Elles avaient un énorme défaut, le problème du gradient évanescent. Pour faire simple, imaginez que le signal qui permet au réseau d'apprendre est un murmure. Plus le réseau est profond, plus le murmure doit traverser de couches. Et avec ses anciennes fonctions, le son s'estompait jusqu'à devenir inaudible. L'apprentissage des réseaux profonds était donc incroyablement lent, voire impossible. Et c'est là que ReLU entre en scène. Alors, c'est quoi ReLU? Eh bien, sa définition tient en 3 mots. Max de 0 et X. C'est tout. C'est d'une simplicité déconcertante. C'est comme un interrupteur, ou plutôt une valve. Si le signal qui arrive est positif, on le laisse passer tel quel. S'il est négatif, on bloque tout. La sortie est 0. Et cette simplicité a des avantages énormes. D'abord, au niveau du calcul, c'est ultra rapide. Ensuite, et c'est crucial, ça résout le problème du gradient évanescent pour toutes les valeurs positives. Le murmure ne s'estompe plus. Et enfin, ça crée un phénomène qu'on appelle l'activation clairsemée, ou sparse. En gros, à n'importe quel moment, environ la moitié des neurones du réseau sont silencieux, à 0. Ça rend le réseau moins gourmand en ressources et, chose intéressante, ça peut l'aider à mieux généraliser ce qu'il a appris. Mais voilà, cette idée de tout couper dans le négatif, si simple et efficace soit-elle, cachait un talon d'Achille, un défaut majeur qui a lancé une toute nouvelle vague de recherche. Le problème, c'est que si un neurone, à cause d'une mauvaise mise à jour de ses poids, se met à ne recevoir que des entrées négatives, il va se bloquer sur 0. Sa sortie sera toujours 0, son gradient sera toujours 0, et donc il arrêtera complètement d'apprendre, il est bloqué, en quelque sorte, on dit qu'il est mort. La grande question qui s'est alors posée à toute la communauté scientifique était donc « Mais comment fait-on pour réanimer un neurone qui est tombé dans ce coma artificiel ?» Et cette question a déclenché une véritable course à l'innovation. C'est comme si on avait ouvert un zoo de nouvelles fonctions d'activation, chacune essayant de résoudre ce problème à sa manière. On va jeter un œil à quelques-unes des espèces les plus intéressantes. La première solution, la plus directe, c'est Leaky ReLU. Leaky, ça veut dire qui fuit. L'idée est toute bête. Au lieu de tout couper à 0 pour les entrées négatives, on laisse passer une toute petite fraction du signal, un tout petit quelque chose. Cette minuscule fuite garantit que le gradient ne sera jamais complètement nul. Le neurone ne peut donc jamais vraiment mourir. Ensuite, on a EALU qui prend une autre direction. Son truc à elle, c'est de permettre des sorties qui sont elles aussi négatives. Alors pourquoi c'est intéressant? Eh bien ça aide à centrer l'activité globale de tous les neurones autour de 0. Ça peut paraître un peu technique, mais l'effet est concret. Un réseau mieux équilibré, mieux centré, a tendance à apprendre plus rapidement et de façon plus stable. Puis est arrivé GLU. Là, on change encore un peu de philosophie. Fini l'angle droit bien cassant de ReLU, GLU, c'est une courbe toute douce, toute lisse. L'approche est plus nuancée. Elle ne se contente pas de bloquer les entrées négatives, elle va les atténuer progressivement. Plus une valeur est négative, plus elle est atténuée. Cette approche s'est révélée redoutable d'efficacité et GLU est devenue la fonction par défaut dans des modèles ultra célèbres comme BERT. Et une autre évolution vraiment intéressante, c'est Swish, aussi appelé SILU,
Elle est très particulière parce qu'elle est non monotone. Ça veut dire quoi? Eh bien, regardez sa forme. Pour les petites valeurs négatives, elle descend un peu avant de remonter vers zéro. C'est un comportement unique et il semblerait que cette capacité à légèrement pénaliser les petites valeurs négatives soit très bénéfique pour l'entraînement des très très grands modèles. Tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Parce que non, l'histoire n'est pas du tout terminée. Au contraire, dans le monde des grands modèles de langage, les fameux LLM, la recherche de la fonction d'activation parfaite est plus intense que jamais. La preuve, c'est que des fonctions comme ReLU au carré, oui, tout simplement la fonction ReLU élevée au carré, ont montré de meilleures performances que les anciennes championnes comme GULU et SILU dans certains des plus gros modèles actuels. L'histoire continue de s'écrire. Et le cycle se répète, c'est ça qui est fascinant. Parce que même ReLU au carré a ses propres limites, notamment une nouvelle forme du problème du neurone qui meurt, et donc pas plus tard qu'en 2024, de nouvelles fonctions comme XILU et XIPPRELU ont été proposées spécifiquement pour corriger ce défaut. Et les résultats sont là. Ce tableau montre bien que ces toutes nouvelles fonctions obtiennent de meilleures performances. On regarde deux indicateurs clés. La perte, c'est simplement la mesure de l'erreur du modèle. Donc plus le chiffre est bas, mieux c'est. Et la perplexité, c'est une façon de mesurer à quel point le modèle est confiant dans ses prédictions. Là encore, un chiffre plus bas, c'est un meilleur modèle. Bon, si on doit résumer tout ce qu'on vient de voir, il y a 4 points essentiels à garder en tête. 1. La non-linéarité, c'est le super pouvoir qui permet au réseau de neurones de s'attaquer à des problèmes complexes. 2. ReLU a été une révolution grâce à sa simplicité, mais elle a apporté avec elle le problème du neurone mourant. 3. Toute une famille de variantes a vu le jour pour tenter de panser cette blessure. Et 4. Cette histoire est loin d'être terminée, la recherche continue activement aujourd'hui. Et tout ça nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour la route. L'IA évolue à une vitesse folle. Mais cette quête de la fonction d'activation parfaite, est-ce qu'elle n'est pas encore là, quelque part, attendant d'être découverte? Et si la prochaine grande avancée de l'intelligence artificielle se cachait dans une simple petite équation mathématique?